Euh, bon, d'abord, je voudrais remercier Jacques Matteo de m'avoir invité pour ce colloque si intéressant où s'entrechoquent des points de vue si divers. Cet entrechoc donne des étincelles et c'est très, très agréable. Et aussi, je voulais le remercier pour ce colloque qui est chaleureux, humain et où il y a du public. C'est extraordinaire. Alors, oui, le poil. Oui, bien sûr, le poil. Et d'ailleurs, il y a absolument de quoi faire de prochaines assises sur le poil. Il y a une vingtaine d'années, quand je me suis intéressé au poil, j'ai été considéré par mes collègues comme au mieux une originale. Et bon, l'histoire du poil, quand elle est parue, a été bien reçue, mais maintenant, c'est devenu quelque chose de tout à fait à la mode. Et il y a de grands colloques d'historiens maintenant sur le poil. Donc, alors le poil. Bon, on peut dire que dans le monde actuel, l'idéal, c'est une peau lisse. Tout est fait pour donner à la peau cette qualité, et donc pour en enlever les boutons, les excroissances, les taches de rousseur, les rides, et puis bien sûr les poils. Mais par rapport aux autres manifestations physiques intervenant sur la peau, les poils ont un caractère particulier à cause de leur ténacité et de leur inexorabilité. Quoi qu'on fasse, ils vont repousser. Et ils nécessitent donc un soin quasi journalier si on veut les éradiquer. Mais cela fait qu'on peut aussi maîtriser le phénomène et jouer avec lui. En choisissant de tondre ou épiler ici ou là, de laisser pousser ici ou là, bref, de faire du binôme poil-peau un usage ludique et quasi artistique. Mais l'usage du poil est en fait très sérieux et peut devenir très politique. Que l'on pense aux cheveux longs des 68 arts, c'est un peu vieux, j'avoue, mais enfin, et aussi, c'est beaucoup plus récent, malheureusement, aux cheveux longs et libérés des Iraniennes qui peuvent payer de leur vie le fait d'avoir montré leurs cheveux. Donc, le poil et l'usage qu'on en fait est soumis aux contraintes sociales du lieu et de l'époque, que ce soit celles imposées par les religions, par les traditions ou par les modes. Et c'est là que l'historien ou l'historienne intervient, qu'elle a son mot à dire. En fait, plus pour les décrire que pour les interpréter, tant le poil et la peau se prêtent à tous les jeux de sens. Donc, prenons pour commencer l'opposition entre lisse et velu. La première réaction, sans réfléchir, c'est de considérer que le lisse, la peau nue dont le poil est éradiqué, est souhaitable, qu'il est signe de civilisation, de nature polissée, de vie urbaine. À condition, le velu, quand la peau est cachée par le poil, est considéré en général comme un signe de sauvagerie, d'animalité, de vie dans la nature et est souvent associé à la forêt. Ce signifié de l'opposition lisse-velu est exposé de façon caricaturale dans deux films sortis quasi en même temps aux États-Unis, Tarzan et King Kong. Prenons la photo de Johnny Weissmuller dans le rôle de Tarzan dans Tarzan the Ape Man, sorti en 1932. Que voit-on sur la photo? Un bel homme blanc, quasi nu, à la police, très bien coiffé, grimpé sur une branche dans une pose élégante. Le côté lisse du corps saute aux yeux dans la photo. Et je me suis demandé d'ailleurs, ça c'est une incise, si ça n'était pas dû au fait que Johnny Weissmuller était un nageur de compétition. Et que, alors je ne sais pas si dans les années 30, déjà les nageurs s'épilaient. Je n'ai pas fait la recherche. Donc, voilà Tarzan. Bon. Un an après, en 1933, un an après le premier Tarzan, donc, est sorti King Kong. Film
Alors, je m'excuse parce que c'est une captation d'écran, donc voilà, c'est pas parfait, mais c'est le film. Donc, l'original. Donc, King Kong, dont le héros est un primate couvert de poils qui s'attaque à la ville de New York en détruisant les immeubles, le métro et les monuments les plus significatifs. Si l'on y réfléchit bien, l'image de Tarzan signifie que l'homme blanc, qui porte en lui, même quand il est nu, tous les signes de la civilisation, puisqu'il n'a pas de poils, civilise par sa présence la jungle et ceux qui y habitent. Et celle de King Kong signifie que l'homme velu, noir, on ne sait pas, en tout cas africain parce que singe. L'homme velu est un danger pour la civilisation urbaine et donc pour la civilisation tout court. On peut dire qu'aux États-Unis, dans les années 30, année de la Grande Dépression, la supériorité de l'homme blanc reste le schéma mental dominant, puisque dans les deux films, l'homme blanc est vainqueur, mais que cette supériorité est menacée, puisqu'un animal quasi humain peut s'attaquer à l'empire state building. Plus intéressant pour nous, la police rentre dans le schéma mental de la supériorité de l'homme blanc et elle en est même partie constitutive. On peut presque dire que c'est parce qu'il a la police et qu'il est bien coiffé que l'homme blanc l'emporte sur le sauvage velu qui menace la civilisation. Et comme on est aux États-Unis, l'industrie et le business se sont emparés de cet état de fait pour fabriquer et vendre des rasoirs et des lames de rasoir. La firme Gillette, créée en 1901, permet aux Américains de se raser le menton sans passer chez le barbier, grâce à ses lames de rasoir et à son rasoir révolutionnaire. Elle inonde le marché aux États-Unis et, après la Première Guerre mondiale, en Europe. Grâce à Gillette, tout homme blanc peut facilement et à bas prix soutenir son rang de mâle civilisé et dominant. Le binôme police-pouvoir de l'homme blanc se perpétue d'ailleurs aux États-Unis et en Europe. Pour un homme, montrer la peau de son visage, c'est-à-dire en éradiquer les poils en se rasant, reste dans la seconde partie du XXe siècle et au début du XXIe un attribut du pouvoir. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, tous les présidents américains sont glabres, de même que les dirigeants russes, secrétaires du parti puis présidents. Et depuis les débuts de la Ve République, tous les présidents français le sont aussi. C'est également vrai des grands patrons, si l'on en croit les photos des patrons du CAC 40 que l'on trouve sur Internet. Dans ce paysage d'hommes de pouvoir à la peau du visage nu, un homme politique barbu ne peut être qu'hostile à l'ordre politique ambiant, comme le montre l'exemple de Fidel Castro. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, les hommes politiques, souverains, présidents, parlementaires, industriels, étaient barbus, contrairement à ce qui se passe actuellement. Le pouvoir mâle, tant politique qu'économique, était barbu. Cacher la peau du visage sous barbe et moustache était la norme, le signe du pouvoir et de la respectabilité, exactement l'inverse de ce qui se passe aujourd'hui. Donc, selon l'époque et les mœurs, des pratiques antinomiques, montrer la peau du visage, la cacher, ont la même signification. Un autre exemple d'ambivalence du couple peau-poil peut être donné. Il est extrêmement violent puisqu'il s'agit, lors de l'épuration à la Libération en France, du rasage de la tête des femmes connues ou considérées comme ayant collaboré, ce qui doit s'entendre, s'agissant de femmes, comme ayant couché avec des Allemands. Le geste est public et fait pour humilier, et il est d'autre part durable, le temps que les cheveux repoussent. Pour tous les Français ayant connu la guerre, une femme le crâne rasé, exhibant la peau de son crâne, est marquée d'infamie.
Mais pour ceux et celles qui sont nés dans les années 60, une tête féminine nue n'évoque rien de tel, c'est juste une coiffure osée qui montre l'originalité de celle qui la porte. Et on se pose deux questions. La question comment ? Comment ce changement de signification se fait-il ? Et la question pourquoi ? Pourquoi se fait-il ? Prenons d'abord la question comment ? Comment passe-t-on d'une norme à l'autre ? À partir de quel moment la mode devient-elle signe ? Faut-il que la mode devienne prégnante dans un groupe, puis que ce groupe atteigne le pouvoir ? Ou bien faut-il que la mode atteigne le groupe qui est au pouvoir et s'y installe ? Prenons par exemple la barbe de 3 jours. Une solution mi-chèvre, mi-chou, la barbe de 3 jours. Il y a du poil, donc elle mérite le don de barbe, mais on voit la peau. Dans les années 80-90, elle était signe de négligence, et Gainsbourg la portait par provocation. Mais à partir de 2010, les quarantenaires, cinquantenaires ont commencé à la porter, à commencer par Georges Clooney. Et les magazines ont encouragé cette mode dite sexy qui ravit l'industrie puisqu'elle demande une tondeuse perfectionnée. Elle est maintenant portée par une élite urbaine, mais elle n'a pas franchi les portes du pouvoir. Une enquête rapide sur le trombinoscope de l'Assemblée nationale montre que la barbe de 3 jours est portée majoritairement, je veux dire par la nouvelle Assemblée, est portée majoritairement par les jeunes députés du Rassemblement national, suivis de loin par ceux de la France insoumise. 2 partis dont on sait que pour l'instant, ce ne sont pas des partis de gouvernement. Si des membres de l'un de ces 2 partis accèdent au gouvernement, vont-ils garder leur barbe pour montrer leur particularité ou bien la raser pour être dans la norme ? Cela induira-t-il, dans le premier cas, qu'ils vont faire de réelles réformes et dans le second, que peu de choses changeront ? Question pour l'instant sans réponse. À la question pourquoi le changement de sens d'une mode s'effectue-t-il, à la question pourquoi donc, il est également difficile de répondre. Certes, l'élément incontournable est le temps. Le temps efface le référent précédent, tombé dans l'oubli. Ainsi, les jeunes femmes qui se rasent les cheveux ignorent tout simplement ce qui s'est passé à la Libération, le temps en ayant effacé le souvenir. De même pour les hommes politiques, le temps joue son rôle. Les présidents de la République française de l'entre-deux-guerres abandonnent le plus souvent la barbe, mais gardent la moustache, ce qui fait une sorte de transition entre les présidents barbus d'avant 14 et ceux glabres d'après 45. Mais cela ne résout pas la question de savoir pourquoi, depuis la Seconde Guerre mondiale, ils sont tous glabres. En revanche, il y a des temps et des civilisations où on peut répondre à la question. À Byzance, parce qu'il fallait bien que je parle de Byzance. À Byzance, au Moyen-Âge donc, la société chrétienne depuis le IVe siècle connaissait ce qu'on appelle maintenant le IIIe siècle, à savoir les eunuques. Or, l'une des caractéristiques des eunuques est d'avoir un système pileux atrophié et de n'avoir pas de barbe. Les joues nues des eunuques, comme d'ailleurs celles des jeunes garçons, étaient, d'après ce que disent les vies de saints, cause de désir et de convoitise de la part des moines. Et pour cette raison, eunuques et jeunes garçons étaient interdits dans les monastères au même titre que les femmes. Quel que soit son sexe, la peau nue était d'une certaine façon femelle parce que cause de tentation pour les hommes. Et du coup, la présence des eunuques dans la société a forcé les hommes byzantins à porter la barbe pour affirmer leur masculinité et éviter toute ambiguïté. Et là, on voit un empereur face à un eunuque, un empereur byzantin bien barbu face à l'eunuque. La barbe en est venue à
caractérisé les hommes byzantins au point que, en 1054, au moment où le schisme a été déclaré entre Rome et Constantinople, un des motifs de rupture du côté occidental était que les Byzantins refusaient aux marchands italiens qui étaient à Constantinople de communier dans leurs églises au motif qu'ils ne portaient pas la barbe. Byzance a disparu, son empire et sa capitale ont été pris par les Turcs, mais l'église byzantine s'est perpétuée et le patriarche de Constantinople, toujours barbu, n'a jamais quitté sa ville. Comme le pape est le chef de l'église catholique, le patriarche de Constantinople est à la tête du clergé orthodoxe, ou du moins d'une partie de ce clergé. Il vient d'agrandir son territoire en acceptant l'église ukrainienne sous son autorité. Bon, et ce clergé est barbu, autant que le clergé catholique est glabre. Mais là, l'histoire fournit une explication. J'avoue que j'adore, c'est quand même chouette. L'opposition est... Bon. Dans certains cas, l'explication est religieuse, le pourquoi, le changement. L'islam, par exemple, impose aux hommes comme aux femmes d'enlever les poils de leur pubis et de leurs aisselles pour raison de pureté, pour qu'aucune impureté due à une sécrétion corporelle ne soit gardée par des poils. Et l'islam impose aussi la barbe aux hommes, ce qui paraît incohérent avec l'obsession de pureté, mais là, l'objectif est le respect de l'appareil du prophète et non pas la cohérence de la doctrine. Jusqu'ici, je n'ai envisagé que la peau des hommes, mais il y a évidemment beaucoup plus à dire sur la peau des femmes. En général, on l'a vu, la norme est qu'elle doit être lisse, sans poils. Sur le visage des femmes, le poil est l'ennemi, et cela, à ma connaissance, de tout temps et partout. La seule exception concerne les femmes Aïnous. Les Aïnous sont le peuple originel de la grande île du nord du Japon, Hokkaido, et ils sont connus pour leur extraordinaire pilosité. Les femmes Aïnous se tatouent autour de la bouche une sorte de moustache. Mais c'est ici un poil symbolique, oui, on retrouve ce qu'on a vu ce matin, mais c'est ici un poil symbolique et non pas un poil véridique. Mais si l'on accepte les Aïnous, les femmes considèrent que la norme est une peau sans poils. Sur le visage, bien sûr, mais aussi sur tout le corps. C'est vrai en Égypte ancienne, en Grèce antique, à Rome, toute civilisation dont les fouilles ont livré des pinces à épiler, sans compter les onguents et aussi l'épilation par brûlure pratiquée en Grèce ancienne. C'est vrai aussi en Europe moderne et contemporaine, et aussi aux États-Unis. Pourquoi une police? Pour plaire. Et pour plaire à qui? Aux hommes. Prenons par exemple les poils pubiens. La nudité artistique méditerranéenne et européenne les ignore, les poils. Les statues grecques et romaines de nus féminins n'ont pas de poils pubiens, pas plus que les déesses nues de la Renaissance. Ces statues et ces tableaux ayant été peints par des hommes, on peut considérer que la femme au pubis glabre a été l'idéal masculin des régions méditerranéennes et européennes pendant 4 millénaires. On comprend aussi pourquoi l'origine du monde de Courbet a fait scandale. À cause des poils qui entourent le con rose, qui sans eux ne serait qu'une vulgaire planche anatomique. Une femme sans poils, c'est une femme docile au désir des hommes. Nous l'avons déjà vu tout à l'heure. Sans compter que l'industrie, tenue par des hommes, est tout à fait favorable à l'épilation des femmes, source de gros revenus grâce à la vente de rasoirs, tondeuses, crèmes dépilatoires, etc. A contrario, la femme au sexe velu était sans doute considérée par les hommes comme assumant son propre désir et donc effrayante. Il est tout à fait intéressant de constater à cet égard l'évolution toute récente. Elle est due au mouvement LGBT qui a rendu les genres perméables les uns aux autres, et due aussi au mouvement MeToo qui a donné aux femmes le courage d'attaquer la domination masculine.
Les jeunes femmes de 2024 qui témoignent sur les réseaux sociaux racontent comment elles osent ne plus s'épiler, tout en disant combien il est difficile de se dégager de la norme et combien il est libérateur de s'en défaire pour être bien dans sa peau. Je voudrais terminer en évoquant les cas limites d'hypertrichose. Ce sont des malheureux et des malheureuses dont la peau du visage est entièrement cachée par des poils. L'exemple de la famille Gonzalez au XVIe siècle est un cas d'école. Le père est arrivé des Canaries et il aboutit à la cour de France sous Henri II, où il se marie. Il a plusieurs enfants atteints d'hypertrichose, dont Antoniette Tautonetta, qui fut élevée à Fontainebleau, et aussi son frère Arrigo, qui est donné en 1595 au cardinal Farnèse. Ils étaient dans les deux cas montrés comme des curiosités à la cour, aux fêtes de laquelle ils participaient. Dans son portrait exécuté par la peintre Lavinia Fontana, que vous voyez là, Tonetta tient un papier racontant son histoire. Elle est peinte de telle façon qu'elle semble presque mi-humaine, mi-animale, ce qui la faisait regarder comme une curiosité. On pensait d'ailleurs que la famille était d'une espèce particulière et qu'à cet égard, il fallait la montrer comme quelque chose d'anormal. Mais si l'on regarde la photo récente, trouvée sur Internet, d'un homme atteint d'hypertrichose, il paraît fier d'être ce qu'il est et presque assuré de son pouvoir de séduction. Autre temps, autre manière de voir. C'est fini.